Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, on va s'attaquer à la salle Vallée sur TryHackMe. Voilà, c'est une salle où il va falloir faire de l'énumération, chercher en fait le petit caillou qui va nous permettre d'avancer jusqu'à devenir route. Allez, c'est parti. Donc, la salle est lancée, on a son adresse IP. Je ne l'ai pas encore ajouté à mon DNSMask. Pourquoi? Parce que depuis la dernière mise à jour de Kali, il semblerait que DNSMask soit fourni avec Kali, mais dans une version un peu différente. C'est-à-dire que si vous avez suivi la procédure que moi j'utilise aussi pour utiliser DNSMask, eh ben ça ne marche plus. On a des conflits quand on essaye de redémarrer le service DNSMask parce que le port 53 pour les DNS est déjà occupé. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est que il faut le désinstaller et utiliser celui fourni avec Kali, mais le fichier ne se trouve plus dans etc dnsmask.d perso. Maintenant, il se trouve dans Network Manager dnsmask.d perso. En fait, c'est déjà existant, sauf le perso.conf bien sûr, mais il y a l'endroit pour placer les fichiers déjà. Donc, il faut aller modifier ce fichier de configuration. On va rajouter donc notre petit valet.thm / sur notre adresse IP. Voilà. Et donc maintenant, il faut le redémarrer, mais on ne redémarre plus le service DNSMask, on redémarre le service Network Manager. On fait un petit restart. Voilà. Et donc maintenant, si je fais un ping de valet.thm, c'est bon, il est accessible. Donc, ce que l'on va faire, on va d'abord se créer un petit répertoire Valet. On va aller dedans et on va faire un nmapper de Valet sur tous les ports. C'est parti. Alors, nmap a fini. On voit qu'il y a 3 ports d'ouvert. On va prendre juste ça et on va se les noter dans un petit fichier. Voilà, on va les noter ici pour pas les perdre. Voilà, donc 22 SSH, 80 HTTP, 37370, oui, c'est bien ça. Voilà, qui derrière on a du FTP, mais la connexion Anonymous ne fonctionne pas, donc on va se concentrer sur le port 80. Donc pour le port 80, on va aller sur Firefox, http://valet.thm, et voilà, donc on obtient une page avec des voilà, we capture memories, et ainsi de suite, voilà, avec un pricing. Ok, et une galerie de photos. Ok, bon, donc première chose que l'on fait, on va aller faire de l'énumération pour voir en fait s'il nous trouve des répertoires ou des fichiers un peu particuliers. Mais au lieu d'utiliser GoBuster, cette fois-ci on va utiliser FeroxBuster. Pourquoi? Parce que de base, FeroxBuster va nous faire du récursif et ici ça va nous faire gagner du temps. Allez, c'est parti. Donc voilà, bon déjà il n'a pas fini, mais on voit qu'il y a une petite note.txt ici dans pricing. Donc on va l'ouvrir. Et donc ce note.txt, qu'est-ce qu'il nous dit? Please stop leaving note randomly on website. Ok, donc on a un certain J, un certain RP. Ça nous aide pas plus, mais ça nous indique en fait, il y a d'autres notes quelque part qu'il faut arriver à trouver. Ok, on va continuer notre énumération parce qu'ici, FeroxBuster nous a rien trouvé de plus. Alors, ici, donc, on a notre page de photos. Et si, par exemple, je prends une photo, ok, on a une belle photo. Et ce qu'il faut voir ici, c'est l'URL de la page. On a un /1. C'est-à-dire, si je tape /2, j'en obtiens un autre. /12, une autre photo. Et ainsi de suite. Et si jamais il n'y a pas de photo, on obtient un autre found. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va énumérer cette URL. Et pour essayer qu'il nous trouve toutes les pages valides, en fait, celles qui ont un code HTTP 200. 200 veut dire que tout va bien. C'est un succès. Et si on obtient du 404, c'est que c'est pas bon. 404 signifie not found. Voilà. Et pour cela, on pourrait utiliser GoBuster, mais c'est l'occasion de s'entraîner un peu à du Python et on va nous se faire un petit script Python pour faire de l'énumération. Alors, c'est parti. On va s'ouvrir une autre page et pour interroger des requêtes, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut faire un import request. Donc je vais lui dire que c'est du Python. Voilà, pour que ce soit plus joli, qu'on ait la coloration. Et donc, on importe la librairie request.
Et on va commencer simplement déjà à tester ce qu'on fait, savoir si tout fonctionne bien. Et on va prendre l'URL, on va la prendre juste avec 1. Voilà. On met ça dans une variable et ensuite on va faire, on va stocker le résultat de la requête dans une variable R et on va faire request.get de l'URL. Voilà. Là, donc, il interroge la page. Et après, nous, ce qui nous intéresse, c'est son code HTTP, son code d'erreur. Et donc, on va nous faire pour voir, déjà, pour tester, un r.statuscode, un print de r.statuscode. Donc là, techniquement, si je le lance, alors on va le sauvegarder parce que sinon, ça va pas marcher. Il va pas vouloir, on va aller dans Valet et on va l'appeler, allez, exp. Voilà, très bien. Donc si je lance, si tout ça marche bien, ici, comme cette page existe, il devrait m'afficher 200. Donc je vais lancer ça. Boum, effectivement, ici j'ai bien 200. En revanche, si je mets par exemple 122, j'ai un 404. Ok, eh bien, on va faire une boucle là-dessus. On va dire entre 0 et 99 et voir les pages qu'il nous retourne. Alors, on pourrait faire une simple boucle for de 0 à 99. Le problème, c'est que en faisant ça, on va passer à côté de ce qu'il faut chercher. Donc, pour cela, on va d'abord se créer une liste, en fait, un genre de dictionnaire, en fait, avec tous les chiffres de 0 à 99 et qu'on agrémentera après plus tard, mais vous allez voir pourquoi. Donc moi, je vais l'appeler par exemple dico. Dico égale, et on va se créer donc une fonction, une lambda en fait, une fonction qui va nous générer quelque chose, mais sans nom particulier, qui sera juste exécutée pour ce cas-là. Donc on va l'appeler i, for i in range de 0 à 100. Voilà, il prendra pas le 100. C'est, je sais pas où c'est marqué, mais le 100, le dernier chiffre, c'est du, voilà, exclusif. Donc là, ça va faire de 0 à 99. Donc là, techniquement, avec ça, si je fais un print de Dico, on va pouvoir voir que dans Dico, il y a de 0 à 99. Voilà. On pourrait le lancer comme ça, mais en fait, là, on va rien trouver. Il manque en fait aussi les chaînes, enfin les nombres 00, 01, 02, 03, 04. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé une liste, c'est qu'on va les rajouter à cette liste. Alors, pour faire cela, on va juste en dessous, on va faire un petit dico.extend, voilà, pour étendre la liste. Et ici aussi, on va faire un i for i in range de 0 à 10. Bon, effectivement, si je ne fais ça juste comme ça, là, il me rajoute 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Donc, avant de continuer, on va tout caster en string, ce sera beaucoup plus pratique pour plus tard, pour faire des prints. Voilà. Et donc, pour pouvoir avoir des nombres sur deux chiffres, il y a une fonction en Python qui nous permet de faire du padding. Et cette fonction, c'est zfill, où en fait, on va lui indiquer le padding. Voilà, 2. Et donc là, si je regarde ma liste, effectivement, j'ai de 0 à 99, avec en plus 00, 01, 02, 03, 04, et ainsi de suite. Et donc, toute cette liste, eh ben, on va boucler dessus et la passer à notre fonction, à notre get. Voilà, donc pour cela, on va faire un for, hop là, for i in dico. Voilà, on fait l'URL, alors on va enlever ça, parce que ça on va louper dessus. Et donc là, plus i. Et donc c'est là où on n'a pas besoin de faire de cast, étant donné que c'est déjà du string. C'est bien pratique. Et si r.statuscode égale 200, alors bah, tu nous l'affiches. Voilà, on va faire URL plus i. Voilà, il nous l'affiche. Et donc il nous affichera que les pages qui existent. C'est parti, on va vérifier. Donc on a bien 1, 2, 3. Voilà, il continue 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ça va plutôt vite. Voilà, enfin plutôt vite. Heureusement qu'on n'a pas des dizaines de milliers à tester. 7, 18, et normalement je crois que c'était la dernière, la 18. Et donc là il va continuer, là il doit obtenir des 404. Et voilà, c'est celle-là qu'il fallait trouver. Il nous a trouvé en 200 une qui finit par /00. Donc
On va la prendre. Et on va aller la tester là-dedans. Ben, hop, on va se mettre là. Pourquoi 1? Il m'a pas pris mon truc? Ah bah oui, forcément. Hop, ici avec 0,0, bingo, on voit DevNode from ValleyDev. Alors, rien que sur la première ligne, on a from ValleyDev. ValleyDev, ça pourrait être un nom d'utilisateur. Donc, quelque part par là, ici, on va le noter. Ah, voilà. Adding web building photo exemple, remove. Et ça ressemble à un nom de répertoire. Ça tombe bien. On va aller le tester tout de suite. Alors pas sur Google, bien sûr. Hein, ça c'est la joie de Firefox où des fois il me dégage mon HTTP devant. Voilà. Alors on va dézoomer. Voilà, on a une page de login. Bon, le problème c'est que bon, admin, ça marche pas. En fait, ce qu'il faut arriver à voir là-dedans, c'est, on va regarder ça ensemble, c'est ouvrir la console développeur sur le réseau. Alors on va faire un reload, voilà. Et là on voit on a 1, 2, 3, 4 lignes. Si je tape quelque chose, rien. En fait, il n'y a aucune activité réseau. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'authentification se fait en local. Si elle se fait en local, c'est-à-dire que c'est quelque part dans du JavaScript. Si on regarde donc les 4 lignes qui ont été chargées, on a un ICO, un bouton.js, la page et on a un dev.js. On va l'ouvrir et voyons voir, et voilà, on voit du isValid username, isValid password, error message, et là qu'est-ce qu'on voit? Username SteamDev California, et qui nous ramène sur cette page. Ok, donc techniquement, bon, on va quand même le noter, ce truc-là, mais on n'en a pas réellement besoin. Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas réellement besoin? Parce que il nous dit si l'utilisateur c'est SteamDev et que le mot de passe c'est California, alors on redirige vers ça. Nous, on va directement prendre ce lien et on va le mettre là. Ah, mais c'est pas possible ça. Me fatigue Firefox avec ça. Voilà. Et on va le refaire. Et voilà. On tombe sur une autre note. DevNote for FTP server. Stop reusing credential. Check for any vulnerability. Stay up to date. Change FTP port to port normal. Ok. Donc là, il nous a mis pour le serveur FTP. Arrêtez de réutiliser des identifiants. Donc, qu'est-ce qu'on a eu, nous? On a SiemDev. Hein? Hop, SiemDev et un mot de passe California. Et si ces identifiants marchaient justement pour le FTP? Alors, on va y aller et on va réessayer. On va essayer FTP. Voilà, SiemDev Valley.thm sur le port, le fameux port qu'on a trouvé au début grâce à Nmap. Là, ça nous demande un mot de passe. On va prendre California et ça marche. On est rentré. Voilà. Donc, sous ce répertoire, on a des fichiers PKPNG qui sont donc des fichiers d'analyse réseau que l'on peut ouvrir avec Wireshark. Bon, on va tous les récupérer. Donc pour cela, mget étoile all. Voilà, donc là on les récupère tous. Et donc on a un SiemFTP, un SiemHTTP1.kpmg, blablabla. Ok, donc ici, ceux qui vont nous intéresser, c'est les HTTP en fait. Donc on va les ouvrir, on va faire du Wireshark. Bon, c'est pas ça, c'est celui-là. Et on va voir ce que ça donne. Alors, on pourrait s'amuser à tout analyser là-dessus. Il y a quelque chose de plus simple. On va dans File, Export Object, Export HTTP Stream. Et là, on voit qu'en fait, il peut exporter plein de choses, des fichiers, un ICO, des fichiers HTML. Donc, on va les sauvegarder. On va créer un petit répertoire Files. Voilà, ça c'est sauvegardé. Et on va faire exactement la même chose avec le numéro 2. File, Export Object, HTTP,
Voilà, on voit qu'il y en a encore plus, des fichiers. On sauvegarde là-dedans. Voilà. Comme ça, après, ça va être beaucoup plus facile à analyser. C'est-à-dire que nos fichiers, ils sont ici. Donc pour cela, je vais ouvrir le répertoire file directement avec VS Code. Voilà. Et comme ça, si je clique dessus, je peux voir le contenu du fichier. Et donc, on va tous se les passer comme ça. Et en fait, en descendant, voilà, ici, là, on tombe sur une page. Index 1, bim. Voilà. On tombe sur d'autres identifiants. On va les prendre, on va les mettre, hop, dans notre README. Donc, on a un username valedev, tiens, ça, on l'avait vu juste avant, et un password photos 1, 2, 3, 4. Ok, donc, on va faire du ménage. Comme ça, on va mettre un petit 2 points. Voilà. Et donc, ces identifiants, où est-ce qu'on va aller les essayer? On va les essayer sur le SSH. Donc, ici, on va faire, là maintenant, on va faire un SSH, valedev sur valet.thm. On nous demande le mot de passe. Et ça passe. Voilà. Hostname, voilà. ID, je suis bien valedev sur la machine. Voilà, on a réussi à rentrer. Alias ll égale ls-h-color. Je me suis raté sur la guillemets. Voilà. Et donc ici, on voit que user.text appartient à root, mais il est read-write de tout le monde. Donc voilà, on a notre premier flag. Donc maintenant, il va falloir que qu'on fasse l'élévation de privilège, ou du moins qu'on pivote sur un autre utilisateur. Si je vais dans /home, j'ai voilà, d'autres utilisateurs. Donc j'ai le CMDev qui est hop, celui qui... Ah ben, moi j'ai même pas le droit, j'ai même pas accès au CMDev. Ok, mais c'est l'utilisateur. Alors attendez, si on fait un cat /etc/passwd, CMDev, voilà. Voilà, CMDev FTP, c'est l'utilisateur qui sert en fait à la connexion FTP. Donc ok, donc on a CMDev, on a valedev, mais on a valet aussi. Et je pense qu'il faut arriver à être valet. Mais on ne peut pas le faire. LL valet, non voilà, permission denied. En revanche, ici, on a un petit exécutable. File de machin, voilà, ouais, c'est un exécutable. On va le récupérer sur notre machine. Alors pour cela, on pourrait se faire un petit SCP, mais j'ai pas envie de m'embêter avec le mot de passe. Allez, Python 3-m http.server. Ça fonctionne, donc il y a le Python 3. Et donc ici, wget, hop, du fichier, voilà. Donc, alors je vais agrandir celui-là. Ici, on a bien récupéré le Valet Authenticator. Mais que fait ce fichier? On va quand même pas s'amuser à le lancer. D'ailleurs, c'est très déconseillé. On ne sait pas ce qu'il fait. On va pas s'amuser à le lancer sur notre machine. Mais ce que l'on peut faire déjà, c'est voir s'il y a des chaînes des chaînes de caractères plutôt lisibles à l'intérieur. Et cela, ça va se faire avec strings. Alors strings Valet Authenticator. Voilà. Alors il y en a plein, un peu beaucoup trop d'ailleurs. Donc on va essayer de réduire. On va se dire que nous, les chaînes de caractères qui nous intéressent le plus font, allez, on va dire 12 caractères. Voilà, voilà. Comme ça, au moins, on obtient un peu plus de choses. Donc, premier truc qu'on voit, on voit que ce fichier a été packagé avec UPX Executable Packer, avec UPX Packer. Ok, très bien. Ah bon, il n'y a pas tant que ça de lignes. Ok, donc ici, on a Welcome to Valet. Is your user NAD? C'est illisible. Pourquoi? Parce que justement, ça a été packagé avec UPX. Et donc, pour rendre ça un peu plus lisible, on va le dépackager. Pour le dépackager, on fait UPX-D, le nom de notre exécutable. Voilà. Et donc, si je refais un strings, voilà, au moins les lignes sont entières. Bon, par contre, il y en a un peu beaucoup, là, finalement, maintenant que c'est devenu entier. Et oui, comme c'est plus coupé, et qu'on avait dit de se limiter à 12, avant, c'était plus petit que 12, maintenant, c'est énorme. Donc c'est pas bien grave, on va faire un petit less, ce qui va voir de toute façon est au début. Voilà, et donc ici, donc on a notre fichier. Si on regarde ici,
on a une petite phrase jolie. Welcome to Valet Inc. Authenticator. What is your username? What is your password? Authenticated. Wrong password. On a des lignes de code. Et si on regarde juste au-dessus, ça ressemble quand même à du H. Donc, on va prendre ces deux lignes-là. On va les stocker quelque part. On va les mettre là. Mais c'est surtout qu'aussi, on va les mettre dans CrackStation. Alors, CrackStation, je lance mes deux petits trucs. Et il trouve quelque chose. Il trouve Liberty 123, Valet. On a vu qu'on avait un utilisateur Valet. Hop, mais il n'a pas pris mon CTRL-C. Voilà. Donc, peut-être que Liberty 123, c'est le mot de passe de Valet. Et bon, on va essayer ça tout de suite. Donc, on pourrait le faire directement sur la machine, mais on a de la connexion SSH. Donc, SSH valet at valet.thm. On nous demande le mot de passe. On avait dit Liberty 123. Et ça marche. On est Valet. Super. Ok. Donc là, on est chez lui. Bon, par contre, ici, il n'y a pas de flag. C'est un utilisateur intermédiaire pour arriver à devenir root. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il faut arriver à trouver? Dans notre énumération, ce qu'il faut arriver à avoir, c'est déjà, on va aller dans slash et voir tous les ce qu'il y a dans slash. Il n'y a pas quelque chose qui sort du lot. Et effectivement, si on regarde un peu, on a un répertoire photo qui n'a rien à faire au niveau route d'une machine. Donc on va aller le regarder. Alors attendez, déjà, on va fermer celui-là parce qu'on n'en a plus besoin. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a dedans? On a des photos, un répertoire photovolt et un répertoire script. Donc si je fais photovolt, voilà, on a des fichiers .enc, ok, et on a des scripts. Alors c'est des scripts. Voilà, on a un petit script Python qui appartient à root. Ok, si ça appartient à root, c'est peut-être par là qu'il faut passer. Il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, faisons un cat de ce script. Que fait ce script? Alors ce script, il importe base64 pour de 1 à 6. Voilà, il récupère ce qu'il y a dans slash photo et qui commence par un P. Voilà, qui finit par JPEG. Il ouvre les images. Il les encode à base 64 et ensuite il les enregistre. Donc c'est bien ça, c'est ce que l'on a vu plus haut, les photos ici de 1 à 6, il les encode et les met dans Photovolt ici. Donc c'est bien dans Photovolt. Oui, c'est ça, bien dans Photovolt. Donc il y a peut-être quelque chose à faire. D'ailleurs, pour être sûr que c'est bien ça, si je retourne dans slash photovolt, que je regarde, je vois que les fichiers ont été créés à 4h07, alors que juste avant, ils étaient à 4h06. Et si je fais date, effectivement, il est 4h07. Donc, il y a un cron qui tourne toutes les minutes et qui génère ce fichier. Donc, c'est là notre point d'entrée, enfin, notre point d'attaque. Retournons sur le script. Voilà, et on va voir où est la faille dans ce script. Donc, on regarde, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? En fait, la faille à voir, c'est cet import. Import base64. Parce que, techniquement, si je regarde le script, je ne peux pas écrire dedans, parce qu'il n'appartient qu'à root. Donc, je ne peux pas le modifier. Et moi, je ne suis pas root. Mais il importe base64. Donc, allons voir où se trouve base64. Donc, si on fait un locate de base64, donc il y a plus de résultats. Et le chemin qui est utilisé par Python, c'est celui-là, base64.py. Et si je regarde base64.py, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il appartient à root, mais qu'il appartient aussi que le groupe Valet Admin a les droits en écriture. Valet Admin. Moi, je suis Valet, pas Valet Admin. En revanche, si je tape ID, je vois que je fais partie du groupe Valet Admin, donc j'ai le droit de modifier ce fichier. Et donc, vous l'aurez compris, comme je peux modifier cette librairie Python, je peux y rajouter un payload, je vais y mettre un reverse shell, et quand le script photo-encrypt sera exécuté, mon payload sera exécuté. Donc, déjà,
Qu'est-ce qu'on va modifier dans ce fichier base64? Il suffit de regarder quelle fonction de base64 est appelée. Et ici, on a encodé d'image base64, B64 encode. Donc c'est cette fonction qui est appelée. Donc c'est dans cette fonction de la librairie que je vais y caler mon payload. Voilà. C'est du librairie hijacking ce qu'on va faire. Voilà, si vous voulez le nom. Donc pour cela, alors il est où? Voilà, moi je vais faire un petit VI. Voilà, je vais chercher mon base64 encode. Voilà, la fonction est là. Et donc ici, je vais y mettre un river shell. Alors pour le river shell, on va aller directement sur refshell.com. Voilà, donc ici on met notre IP, notre port à utiliser. Nous, c'est du Python. On va aller prendre du Python. Alors, fais voir celui-là. Il fait un export, on s'en fiche. Voilà, on va prendre celui-là. Alors, bien sûr, on va pas prendre Python-C, hein, vu qu'on est déjà dans du Python. On va juste prendre cette partie-là. Voilà, avec notre adresse IP. On va mettre ça là-dedans. On va sauvegarder. Et on va en profiter pour s'ouvrir un listener avec Pwn4. Donc, si je regarde la date qu'il est, 4h10-37, voilà, alors, on va faire ça, pour s'amuser à voir que ça défile, voilà, donc normalement, si tout fonctionne bien, si j'ai bien fait mon travail, à 4h11, j'ai un river shell qui va spawner, et comme c'est root qui lance ce script, je devrais être root. Voilà, il reste 2 minutes, 2 secondes, voilà, on peut le voir, il y a un shell qui a été fabriqué, ok, ID, /root. Voilà, je suis root. Donc il me suffit de faire un cat SQLL, ça fonctionne ici. Voilà, je l'ai. Je fais un cat de root.txt et j'ai mon dernier flag. Voilà, voilà. Bah écoutez, pas compliqué du tout. Le seul truc vraiment pénible était de trouver ce /00. Voilà, c'est vraiment un truc de Sioux. Voilà, parce qu'effectivement, vous allez énumérer, comme moi j'ai fait au début, j'ai perdu du temps dessus, j'ai énuméré de 0 à 99 à rien. Voilà. Et l'arrivée à se dire que, bah ouais, ça pouvait être 0, 0. Voilà. Mais ça a été vraiment le seul côté un peu pénible de la chose, parce qu'après le reste, en fait, ça se dépile. De se rendre compte qu'il faut dépackager avec UPX l'exécutable, le binaire, parce que sinon c'est lisible. Voilà, et après, bon voilà, le slash photo, l'in-piece vous le trouve aussi, donc c'est plutôt assez évident. Bon ben, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Tchuss!